bien, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation sur l'histoire d'un projet que j'ai mené à mon école pendant 3 ans. Donc je vais surtout commencer par me présenter. Donc moi je suis un étudiant de l'ESGI, je viens du site de Paris, mais je suis en alternance à OVH sur le site de Rennes en tant que SRE OpenStack. En parallèle de ça, moi ça fait un bout de temps que je construis des infras, et accessoirement les chats c'est très important pour surveiller que les infras sont bien montées. Alors, déjà, Labo Infra. À l'ESGI, on a plusieurs associations auxquelles on peut participer, des associations de jeux vidéo, de sécurité informatique, et parmi tout ça, il y a un labo qu'on appelle le Labo Infra, qui a été complètement abandonné suite à la crise du Covid. J'étais à ce moment-là en 3e année quand je suis arrivé, et le laboratoire était dans cet état. Donc, beaucoup de matériel, mais rien n'a été utilisé, personne ne le gérait, c'était vraiment compliqué de voir tout ça. Première chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai passé 2 semaines avec mon équipe à absolument tout ranger, à remettre en place. Donc ça, c'est les photos de fin 2 ans après. Une fois que le projet était bien avancé, je vais revenir justement sur l'histoire de ce projet. Donc maintenant, on a plein de matériel, c'est rangé. C'est cool, mais on en fait quoi? Parce qu'on a pas mal d'étudiants dans l'école. Moi, j'étais vraiment parti dans l'objectif, il va falloir qu'on partage de la ressource. C'est bien gentil, mais les projets annuels qu'on a dans cette école nous demandent de monter des gros infras qui peuvent coûter cher. On les héberge chez OVH, mais si on peut les héberger directement à l'école, c'est quand même mieux. Donc du coup, il fallait monter une sorte de cloud. Alors, d'abord essayer de penser à l'USX et du Proxmox, sauf que les éléments clés que j'avais absolument besoin, c'était un système de quota dynamique pour des étudiants, et également un système de SDN. Parce que dans nos infras, on a besoin de faire des tests de routage, on passe la CCNA, la CCNP au sein de l'école, on a besoin de monter des infras assez complexes. Donc du coup, on avait besoin d'un SDN pour ça. Et ensuite, les projets, on a plein de projets différents, qu'on travaille avec différentes personnes, et tout ça, j'ai besoin, pareil, d'attribuer des quotas de manière différente, qui sont les projets et des camarades avec qui je souhaite bosser. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais de OpenStack. Une petite techno, pas trop mal. Du coup, j'ai mis en place, bon, tout le monde connaît évidemment, hein, je vais passer les 5 services essentiels que j'ai mis en place dès le début. Fin de 3e année, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis en place un POC. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, c'est la totalité de l'infrastructure du POC tournée sur une seule blade de génération 8 d'HP. L'objectif c'était surtout de montrer la direction, ça fonctionne, on peut faire quelque chose, on peut attribuer des choses aux étudiants. Donc du coup, après avoir négocié un petit peu et discuté, on a eu le go, et on a eu un budget. Parce que certes on avait du matériel, mais ce matériel était plus assez récent et surtout n'allait pas correspondre au fait qu'il faut qu'on mette plus de 1000 étudiants à l'intérieur. Donc on a eu 25 000 €, avec une demande peut-être un peu grande, hein, 92 Tera d'SSD, 16 Tera de RAM, 1100 cœurs, ça fait beaucoup. Mais on a quand même réussi à trouver l'intégralité de tout ça, à le rentrer dans ce budget-là et à préparer les commandes. J'ai oublié de préciser, mais pour l'intégralité du budget, on a une backbone en 100G. Je reviendrai sur l'archi réseau juste après. Bon, sauf la guerre en Ukraine est passée par là. Donc les prix ont monté. Pour exactement la même chose, on est passé à 36 000 €. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, du coup, c'était pas cool. Mais sauf que à la fin du projet, on est déjà à 45 000 €. On a une infra qui fonctionne, mais on a des problèmes au niveau du stockage. Je reviendrai là-dessus, c'est un peu le fil rouge de cette présentation. On est allé jusqu'à 45 000 € de budget, mais en stockage, on a réduit, on est passé à 48 Tera. En RAM, on est passé à 14 Tera. Il faut savoir lire la doc, je n'ai que ça à me dire à moi-même. Et les cœurs, toujours la même quantité, parce qu'on avait quand même choisi le matériel. Bon, le problème, dès qu'on allait installer l'infra, on a eu un premier problème. Une fois qu'on a reçu tout le matériel, c'était fin décembre de l'année dernière, fin 2000, on est en 25, 24, fin 2023, on a eu un petit problème. L'infra est à Paris, pas en Bretagne, mais il s'est mis à pleuvoir dans la salle. Alors, l'histoire derrière ça, c'est que juste au-dessus de cette salle, sur une partie de cette salle, en fait c'est une salle en L, et sur une partie de ce L, il s'avère que y a une salle de bain avec des habitants qui ont eu la bonne idée de ne pas forcément entretenir la salle de bain, ce qui fait que c'est arrivé chez nous. Bon, coup de peau, on n'a pas mis notre matériel à cet emplacement-là. Donc du coup, on n'a pas eu de casse, plus de peur que de mal. On a passé le week-end à vider toute la salle, vérifier tout le matériel et à tout remettre en place. Et on a remis en place le matériel qu'on a prévu pour le cloud. Alors, on a tout fait rentrer dans une zone B, parce qu'on ne sait jamais, si jamais il faut déplacer cette baie rapidement, tout est directement dedans, juste à la pousser. Bon, il faut avoir des gros bras par contre, parce qu'elle pèse assez lourd quand même. Donc du coup, ce qu'on a fait pour notre infra, on a ici 4 serveurs de stockage qui tournent avec du Ceph, full SSD. On a ici un Proxmox Backup Server qui sert exclusivement à faire les backups du système de contrôle Proxmox qui est ici. Le Proxmox ici, durant la première année, il tournait avec son propre Ceph en local, et on avait ici le Ceph dédié à l'OpenStack pour les étudiants. Ensuite, caché derrière les 2 caches qui sont ici,
nous avons 4 routeurs MikroTik 100G. Ici, nous avons 2 firewalls en OpenSense, qui vont être remplacés par des Fortinet bientôt. Et ensuite, ici, nous avons les 16 lames HP génération 9, qui sont toutes équipées de 1 Tera de RAM, en théorie, et de 72 threads. Alors, architecture réseau. Avec un budget serré, on ne pouvait pas se payer que du Cisco, parce que sinon il aurait fallu multiplier par beaucoup trop. Du coup, on est parti sur du MikroTik. C'est bien, c'est pas trop cher, pour la performance que ça nous fournit. Ça, c'est la première maquette qu'on a fait. Première chose qu'on avait prévue, c'est on a bien séparé nos 3 zones en fonction de nos besoins, et on avait commencé à essayer de faire du routage avec nos 4 routeurs, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de câbles. Bon, du coup, deuxième maquette, troisième maquette, quatrième maquette. Bon, en réalité, celle-là, c'est la dernière, c'est la 7e version qu'on a faite. Donc, le fonctionnement global de cette infra, c'est on a notre partie firewalling qui est ici, 2 routeurs de cœur qui sont juste ici, qui font la totalité des routages interVLAN de notre production. Et ensuite, sur les bordures, nous avons la distribution. On n'avait pas les moyens d'acheter les switches pour distribuer tout ça. Du coup, on l'a virtualisé. On a pris l'Open vSwitch, on l'a mis sur tous les serveurs dédiés. Alors, en dessous de ces 2 switches-là, c'est pareil, il y a les 16 blades de calcul, hein, et tout est virtualisé à l'intérieur. Donc on a Open vSwitch et on virtualise tout à l'intérieur. Bon, maintenant, on a eu quelques problèmes avec le réseau. Déjà, la première chose, c'est les tempêtes de broadcast. On a fait exploser plusieurs fois le système de contrôle avec les tempêtes de broadcast. Pour faire simple, Open vSwitch, il est gentil, mais c'est une feuille blanche. C'est-à-dire que tu lui demandes d'activer le RSTP. Si tu n'as pas configuré ses limites et comment il doit répondre correctement, et bah, on a une capture d'écran d'un des serveurs de contrôle qui essaye de régler correctement le flux et qui fait que mes routeurs 100G ont vu 500G passer à la seconde, ils n'étaient pas contents, donc ils ont planté aussi. Malgré tout, on a quand même réussi à tout configurer après avoir compris qu'il fallait, encore une fois, bien configurer les paramètres un par un. On a un autre élément, c'est le reboot de l'Open vSwitch. Donc on est sur du Debian, là on est en 4e année, et on est en train d'essayer de comprendre pourquoi quand j'ai mon Open vSwitch qui recrée toutes mes interfaces, pourquoi au démarrage de mon serveur j'ai absolument tout qui refuse de pinguer. Alors ça ping, puis ça ping plus rien du tout. En réalité, en fait, on a Open vSwitch qui démarrait avant, puis le network, mais le network me flinguait tout le monde Open vSwitch, donc il fallait que je redémarre Open vSwitch. Donc on l'a réparé, technique l'arrache, on démarre juste Open vSwitch au bout de 60 secondes et c'est bon, ça fonctionne. On voulait aussi faire de l'MSTP pour répartir un petit peu les flux à l'intérieur de notre infra, éviter que absolument tout le monde passe sur Firewall 1, routeur 1, routeur 4. Open vSwitch a arrêté le support de MSTP. Du coup, on fait du RSTP et absolument tout passe par les 3 éléments-là. Et l'une des règles principales qu'on a eues dans le budget et la création de cette infra, c'était qu'il fallait que tout soit redondant en permanence. Donc du coup, on peut perdre actuellement un firewall, un routeur cœur, un routeur de bordure, ça fonctionne. Le stockage, on peut perdre un stockage, ça fonctionne. Le système de contrôle, n'en parlons pas, c'est une autre histoire. Et ici, le système Proxmox avec son CEF, pareil, il pouvait se casser et continuer de fonctionner. Et ensuite, là je suis bon, donc oui, on a l'ACP comme je disais dans notre infra. Et oui, effectivement, dernier élément, chose très cocasse, donc ici c'est la partie en closure. Il nous fallait des switches qui acceptaient de prendre des liens descendants, donc ça c'est des liens de 40G, et les blades à l'intérieur sont connectés avec des liens de 10G. Là c'est du MikroTik, matériel propriétaire HP, une sorte de consortium Cisco Comware, ce qui fait qu'en fait les deux se négociaient pas entre eux, mais sauf que ça c'est pas écrit dans les logs, c'est juste écrit votre SFP est incompatible, au revoir. Sauf que quand tu as déjà acheté tout l'infra, bah, c'est compliqué d'aller voir le directeur, bonjour, vous m'avez donné 50 000 €, je peux pas le mettre, au revoir. Là c'est mon diplôme auquel je dis au revoir. Bon, on a quand même réussi à trouver, effectivement, il fallait juste le définir à la main, mais c'était dit nulle part. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis mauvais en réseau, c'est parce que le réseau dit pas pourquoi ça marche pas, alors que les logs, c'est quand même plus clair. Bon, après on a un cluster Proxmox, rien de plus basique. Toute la control plane est déployée ici dans des VM, j'ai rien containerisé, l'OpenStack est entièrement fait à la main, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de découvrir la technologie, et je voulais vraiment tout déployer entièrement à la main, découvrir le moindre problème auquel je pouvais avoir, pour que la vision que j'ai, c'est si je déploie OpenStack entièrement déployé, managé, si j'ai un problème, je vais être incapable de trouver le problème. Je veux d'abord le déployer entièrement à la main, si ça pète quelque part, je sais où c'est. Et tout le reste ensuite est déployé automatiquement via de l'Ansible. J'ai dit que j'allais parler des blades. Donc voici une des blades que nous avons. Alors, on peut compter les barrettes. Ici j'en ai une de 3. Une de 3, c'est des barrettes de 64 Go de RAM, très bien. J'en ai 6. Je fais 6 x 64. J'ai pas mon Tera de RAM. Effectivement, en fait, on a plusieurs types de CPU qu'on peut mettre dans cette blade, et certains CPU demandent des ventirades FAT. Sauf que c'est pas forcément écrit dans la doc que les ventirades FAT vous font sauter 2 slots de barrettes de RAM par CPU.
Du coup, je passe de 1 Tera par blade à 700 et des brouettes, ce qui fait que je passe de 16 Tera au total à 14. Bon, on pouvait le réutiliser sur d'autres matériels qu'on avait dans notre production, mais malgré tout, ça reste embêtant. C'est une autre histoire. Maintenant, OpenStack. Je fournis service aux étudiants. S'il n'y a pas le petit cadenas HTTPS, ils vont me taper dessus. Cependant, comme c'est des VM qui sont partout, j'ai pas envie de faire la signature via DNS et donner la clé à tous mes services OpenStack. Du coup, je me suis dit que c'était plus simple de juste monter une PKI en interne, leur donner la clé à installer, et ensuite c'était bon, ils se débrouilleraient avec. Donc on a un Vault qui s'auto-signe son Cerbot, avec son Cerbot, et ensuite tous les achats proxy de la production vont se resigner tout seuls avec le Cerbot qui ont leur propre script, et tous les API vont se resigner tout seuls aussi. Le déploiement, comme j'ai dit, majoritairement manuel au niveau de l'OpenStack, mais tout le reste automatisé, et j'ai commencé à automatiser certains composants d'OpenStack, notamment la partie compute, parce que déployer 16 blades à l'identique, c'est quand même vachement long. Donc j'en ai fait 2-3 à la main, et le reste tout automatisé. Ensuite j'ai rencontré 2-3 problèmes. Encore une fois, il suffit de savoir lire. Je le répète jamais assez, mais les 3 quarts de mes problèmes c'était il faut lire la documentation et il faut écouter ce que les gens disent. Par exemple, le token service. J'avais un problème. Je crée ma VM Nova, je lui dis quand je supprime la VM Nova, ton disque doit supprimer tout seul. Très bien, je supprime ma VM Nova, le disque est toujours là, il est attaché à une VM fantôme. Le problème c'est que pour détacher ça, il faut y aller en tant que super administrateur. Je peux pas dire ça aux étudiants, si tu veux supprimer ta VM, tu me notes ton disque, je vais supprimer à la main, t'inquiète pas, je peux pas. En fait, quand on va regarder, il y a un mec sur Reddit, il y a 4 mois, qui a fait « ouais, j'ai le même problème ». Et effectivement, il y a le lien de la documentation qui dit « active les tokens service ». Et effectivement, ça fonctionne très bien. Ensuite, les créations d'instances avec les timeouts. Donc on a un Ceph. Les disques Ceph étaient un petit peu fatigués. C'est-à-dire que quand je demande de créer une VM Windows de 10 Go, il se peut que le disque mette plus de 15 minutes à se créer. Ce qui n'est pas normal du tout. Donc du coup, on avait des gros timeouts à ce moment-là. Solution, je me suis rendu compte que passer en RAW, ça juste faire le snapshot à l'intérieur de Ceph. Problème résolu, tout démarre beaucoup plus vite. Et de toute façon, j'ai pas en permanence de nouvelles images à instaurer, donc c'est pas un problème. Maintenant, il faut bien intégrer tous les étudiants derrière tout ça. Donc on a une intégration faite maison. Alors, je sais faire du dev, mais alors du dev front, faut pas m'appeler. Donc je fais une CLI, rien de plus simple. On a ici toute une API qui a été développée entièrement maison, la documentation est publique. On a une API qui s'appelle FastOnBoard, qui est une sorte de source de vérité, c'est là-dedans que les étudiants ont leur compte. Comme je ne peux pas distribuer une IP publique pour tous les étudiants, il y a un grand subnet en /16, 65 000 IP, ça le fera largement pour la taille des machines qu'on va avoir à faire tourner dedans. Et on a un VPN at-scale, où automatiquement on enregistre tout ça via notre API dans notre système. Ensuite, on a l'API custom, parce que certes on a les quotas, mais je ne vais pas leur donner les contamines pour qu'ils s'attribuent eux-mêmes les quotas sur leur projet. C'est un peu dangereux, et puis surtout on ne fait pas ça. Donc du coup l'API en fait a littéralement un contaminant OpenStack, et l'API connaît les projets dans lesquels ils sont, quels membres avec qui ils vont travailler, et le quota est associé par personne. Et c'est les personnes qui vont redistribuer leur quota en fonction des différents projets. Hop. Ensuite, ça c'était fin de notre 4e année, on avait des problèmes à l'intérieur du Ceph, du Proxmox. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les VM du Proxmox, puis on les a migrés sur le Ceph de l'OpenStack. On a vu effectivement qu'on avait beaucoup moins de latence au niveau de notre écriture, on était quand même vachement contents. Maintenant par contre, cette image-là, là, vraiment. Comment dire que j'ai bien 48 disques, 60, qui sont passés en fait. On était sur des SSD Patriot, c'est des SSD Customer justement. Pourquoi on était parti là-dessus? L'argent. On n'avait pas assez d'argent, il fallait qu'on monte quelque chose, mais l'objectif était vraiment de sortir quelque chose. Mais du coup, après, on se réveille un beau matin avec CephOSD down. Donc quand c'en est un, c'est pas grave. Mais quand il y en a 4 qui arrivent en même temps, c'est fin 2024, je me retrouve le 24 décembre au soir. Je me dis, c'est bizarre, j'ai pas eu d'alerte de la journée, alors que normalement j'ai mes pings habituels sur les trucs, j'ai l'habitude qui gueulent un petit peu. Effectivement, je me connecte, et il s'avère qu'en fait la totalité de la production a freeze, parce que le Ceph global, où juste avant j'ai eu la bonne idée de migrer mon contrôle dessus, a choisi de freeze, complètement. Parce que j'avais plusieurs idées qui étaient pétées en même temps, mais plus rien répondait. Le problème c'est que cette école était fermée à ce moment-là, j'ai dû éteindre la prod. J'étais à 1 semaine de passer en prod pour tous les étudiants. Pas content. Donc on a réessayé. On a racheté de nouveaux disques, cette fois-ci des Toshiba, avec les spécifications de Ceph, qui devraient fonctionner. 30 mai 2025, OSD down, exactement le même incident, le disque se fait déconnecter, la puce intérieure crame, et on en est là aujourd'hui, on ne sait pas. L'OpenStack fonctionne, des étudiants ont réussi à passer leur PA avec le nouveau stockage qu'on a mis, ça fonctionne nickel, mais notre stockage, il veut plus.
à chaque fois, ça recrève. Les SSD, là, donc certes, c'est surconditionné parce qu'on ne peut pas acheter du neuf. Mais comment, au bout de 3 mois, on peut tuer les SSD à ce point-là? On ne sait toujours pas. On soupçonne soit une configuration de CEF qu'on a mal faite, qui fait que ça atomise le disque, soit purement le matériel, qui aurait des problèmes électroniques, qui enverrait trop de jus et qui ferait flinguer la carte. On n'en a aucune idée. Donc là, le projet actuellement est à l'arrêt, parce qu'on a eu cette alerte littéralement la semaine dernière, des projets annuels qui sont dans 2 mois. On ne peut pas laisser des étudiants tourner là-dessus. Donc on a dû arrêter le service. Dommage. Donc, pour l'instant, nous, on regarde. Est-ce qu'on tente de prendre tous ces disques qui sont encore en vie, les remettre dans le système de contrôle et faire du stockage local? On va perdre la disponibilité des VM qu'on avait prévu, mais au moins, on peut quand même fournir le service. Ou est-ce qu'on réfléchit à trouver une sorte de BNetApp ou une baie de stockage où on va connecter et comme ça, on n'a pas à gérer un CEF, si jamais c'était le CEF le problème? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, maintenant, à la base, j'avais prévu de déployer un OpenStack dans l'OpenStack, histoire de mettre en place une pré-prod, parce que je développe directement sur la prod, j'ai pas de pré-prod dans l'environnement de cette école. Donc on a monté l'infra comme ça. Beaucoup de temps, 3 ans de recherche et développement. J'ai appris beaucoup sur les détails d'OpenStack et ses différents paramètres qu'on peut mettre en place. Beaucoup de monitoring a été mis en place, j'ai commencé à parser l'intégralité des logs. Alors, les logs, je me suis mis à faire des regex, histoire de me former un peu aux regex pour extraire les données que je voulais. Après, je me suis rendu compte qu'on pouvait juste générer les logs au format JSON et tout mon taf ne servait à rien. Pas mal. Donc voilà. Donc l'infra fonctionne, on n'a plus de stockage. Je pourrais leur dire mettez vos VM dans la RAM, mais s'il y a une coupure électrique, on n'a pas d'onduleur, ça va être compliqué de dire ça. Voilà. Merci à tous. Vas-y, des questions. Concernant ton problème de disque, est-ce que tu as bien vérifié que tous les firmware de tous les disques sont bien à jour? J'ai aucune connaissance là-dessus. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'avaient proposé justement de regarder les firmware. Alors effectivement, les Patriotes n'étaient absolument pas conçus pour ça, donc ils ont survécu plus longtemps que en théorie. Cependant, les Toshiba sont, d'après eux, étaient déjà sur les bons firmware dédiés à faire fonctionner du CEF. J'ai des extracts, s'il faut, sous la main, mais... Comme tu dis que c'est de l'occasion, c'est ça? Oui. Ouais. Ils sont peut-être... Le smart qu'on avait dessus était utilisé à moins de 10% pour le coup. Ouais, mais niveau firmware, enfin voilà, je sais qu'au au boulot, on utilise Proxmox sur CEF et voilà, les firmware, on rigole pas avec, c'est toujours up-to-date, dernière version et très souvent, ça corrige. Okay, ouais. Bah, il faut que je regarde ça. Malheureusement, mon délai est court. Je suis en fin de 5e année. J'ai dû arrêter le service. On a déjà un disque qui est passé. Et puis ça prend du temps. Et oui, mais oui, après, si jamais il y a une solution, moi je suis preneur. Hein. Ça, non seulement ça sauve le projet, je pourrais laisser ça aux futurs étudiants qui géreront le lab avec grand plaisir. C'est quand ton diplôme? Là, je passe dans 2 mois, l'oral. C'est bon, t'inquiète. T'as le temps. Oui, mais maintenant, il faut convaincre le directeur maintenant. Hein. Ça, c'est une autre question. Après, sinon, si vous avez un cargo de disques, moi je prends. J'ai 90 slots de place. Pour le VH? Des disques usagés? J'ai envie d'avoir plus de problèmes, ouais. Vraiment, tu peux faire ça cher, tu mets des HDD et tu mets du cache en SSD. C'était une des maquettes qu'on avait prévues une fois qu'on avait eu le premier crash. Sauf qu'elle avait été écartée parce qu'on d'après les discussions que j'avais eues, certaines personnes disaient que ça allait trop ralentir. Autant prendre full SSD, ça allait être moins relou avec les DB et les walls. Bon, bah 3 mois après c'est mort, mais voilà. Question. Combien vous êtes actuellement du coup, dans cette association et comment tu as prévu d'assurer la maintenance du legacy, la transmission du savoir, etc. Alors pour ce projet, on était 4 à la création. On a 3 profils orientés réseau. Et pour toute l'infra, le système, ils m'ont filé un coup de main, mais c'est globalement moi qui ai architecturé tout le reste. Ils ont fait la maquette réseau en fonction des demandes que j'avais eues. Ils m'ont tapé dessus plusieurs fois parce que des fois je changeais d'avis sur un truc et il fallait qu'ils revoient la façon dont ils architecturaient leur truc. Mais globalement, ouais, c'est ça, on était 4 et tout le reste, je l'ai monté. J'ai essayé d'automatiser le plus possible pour vraiment travailler sur l'OpenStack en lui-même. Et ensuite, comment on prévoit le futur du projet? Bah, s'il s'arrête, plus simple, il n'y a plus de futur, terminé. Je donne le lab comme je donne les clés. Hop, voilà, au revoir, à la prochaine.
Par contre, si le projet continue, j'ai déjà plusieurs étudiants qui vont arriver en 3e année, que je connais suffisamment et que je connais suffisamment déterminés pour monter et maintenir une infra comme ça. On a toute la documentation sur l'OpenStack en lui-même, comment on l'a mis en place, les choix techniques qu'on a fait, pourquoi on a fait ça. Maintenant, c'est à voir dans le temps, et puis surtout, il faudrait aussi que eux, dans le futur, puissent le faire évoluer. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de load balancer. Certains étudiants voulaient mettre de l'OpenStack, voulaient mettre du Kubernetes à l'intérieur, et j'allais justement intégrer un système de load balancer à l'intérieur. Et pareil, on n'a pas d'IP public à fournir aux étudiants. Par contre, je voulais justement fournir un moyen qui puisse publier les sites qui étaient hébergés chez nous. Donc j'ai développé une surcouche à l'API, encore une fois, générale des étudiants, qui permettait de dire j'ai tel domaine, je veux que ça pointe dans tel IP de l'OpenStack. Je vérifiais le domaine, et en fait c'était un trafic qui tapait mon API avec un user pour récupérer la config et automatiquement recréer toutes les routes. Maintenant, je sais que d'autres étudiants reprennent l'infra. Le labo infra fait plein d'autres choses. On gère les serveurs des écoles on gère les serveurs de jeux vidéo qui font partie des associations de l'école. On gère les serveurs de la filière sécu aussi. Donc ils auront déjà ça à faire. Et s'ils veulent remonter un OpenStack, parce qu'ils ont envie de le faire et qu'ils ont surtout le stockage pour ça, avec grand plaisir. Et je leur filerai sûrement un coup de main parce que je ne peux pas les laisser tomber sur une infra comme ça. Pour une personne qui souhaite commencer, tu as quoi comme conseil au niveau un budget serré, enfin moins de 5 000 €? Pas faire d'OpenStack. Moi, ce que je recommande, si tu veux, l'une des premières erreurs qu'on a faites, c'était vraiment chercher absolument à tout rendre haute dispo. Ne serait-ce que sur la partie de réseau là, qu'on a là. Là, on pouvait économiser pas mal en faisant sauter un des routeurs ici, faire sauter 2 routeurs là, faire sauter un firewall. Pareil, on a une bonne passante en 100 G. Là, toute la distrib qui est ici, c'est du 100 G seconde. Alors, j'ai déjà réussi à taper le 100 G avec Ceph quand j'ai changé une placement de groupe. Il a pété pendant 20 minutes, il s'est remonté entièrement à la bonne vitesse. Mais on n'a jamais tapé ça. La vitesse la plus haute qu'on a réussi à taper, c'était du 50. Mais encore, on peut fonctionner avec du 25, je pense. Mais encore une fois, les switches comme ça coûte super cher. Pour moi, si tu veux commencer à faire l'OpenStack, fais-le déjà en POC avec une VM, c'est toi, 16 Go de RAM, 8 cœurs, c'est largement suffisant pour monter un POC et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, agrandis au fur et à mesure. Le stockage, je ne fais pas de stockage centralisé comme on l'a fait dès le début. C'était ambitieux, ça répondait à nos besoins qu'on avait à ce moment-là. Maintenant, le besoin qu'on a, c'est que ça fonctionne, donc on cherche une solution à tout prix. Enfin, à tout prix, avec ce qu'on a. Et on va se débrouiller avec ça. Mais faire simple, commencer simple. Ben, merci beaucoup.